Cet épisode est sponsorisé par Withings. Vous êtes déjà nombreux à savoir que je suis atteint d'une maladie qui touche beaucoup de Français et qui en souffrent sans le savoir, l'apnée du sommeil. À un stade avancé et sur le long terme, cette maladie peut provoquer beaucoup de dégâts et vous handicaper dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi, avec mon partenaire Withings, on vous propose de découvrir en fin de vidéo un test de sensibilisation pour éventuellement détecter les premiers symptômes. Et je vous présenterai aussi le dernier produit de Withings qui est certifié médicalement, le Sleep Analyzer, qui vient se loger sous votre matelas et qui vous permet d'analyser votre sommeil et de détecter l'apnée du sommeil. Je vous mets bien sûr tout ça en description et on se retrouve à la fin de l'épisode pour en parler. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Qu'il est bon ce moment où on se glisse dans les draps bien frais en plein été ou bien chaud en plein hiver. Cet instant où on enfouit sa tête dans son oreiller et où on se laisse aller à la rêverie pour partir vers le royaume des songes. Jusqu'à ce qu'une paire de jambes glacées se tienne contre vous ou qu'un ronflement vienne déchirer la nuit. Ouais. Et puis parfois, trouver le sommeil, c'est dur. Entre le stress, les bruits parasites, les lumières de la ville, on aurait tendance à imaginer qu'au Moyen-Âge, ça devait quand même être tout l'inverse. Pas de feu la nuit, sinon la maison peut partir en fumée, et puis la nuit, c'est le diable, c'est les ténèbres. Donc pas de travail, pas d'activité, on se planque, et on dort à la cool, sans bruit, sans stress, sans interruption. Le sommeil, c'était merveilleux. On va se pencher un peu là-dessus, avant de dire n'importe quoi. Commençons par la base, la chambre à coucher et son célèbre lit médiéval garni de fourrure où la moitié des problèmes d'état sont résolus, si on en croit la série Kaamelott. Au Moyen-Âge, il n'y a pas vraiment de chambre à coucher. Une pièce est neutre. Selon les besoins de la journée, on peut lui donner une nouvelle fonction. On change alors la chambre, qui désigne plutôt l'ensemble des meubles garnissant une pièce, que la pièce elle-même. Les tables sont sur des tréteaux, les rangements sont dans des coffres que l'on peut déplacer, etc. La base d'une habitation, c'est sa pièce principale, celle où se trouve le feu. Elle sert de cuisine, de séjour, de pièce à vivre pour recevoir les amis, tisser la laine ou travailler. À la campagne, elle est centrale, avec des chambres, des pièces de stockage et l'espace pour l'activité agricole sur le côté. En ville, elle est à l'avant de la maison. Elle donne sur la rue et est donc bien éclairée. Les pièces qui peuvent servir de chambre sont reléguées à l'arrière-cuisine ou à l'étage. Mais comme le feu est là, on est souvent tenté de dormir aussi dans le séjour. Donc vraiment les chambres, pas grand chose à dire. C'est pas encore des lieux très intimes, on invite volontiers des amis, de la famille, voire même des voyageurs de passage, à partager sa chambre, voire à dormir dans le même lit. Vous avez sans doute entendu parler des immenses lits où toute une famille pouvait dormir. Et en effet, on mesure la largeur d'un lit en lais, au nombre de couchages qu'on peut y caser. Il existe des lits exceptionnels de 2, 3, 4 laits et on peut se serrer entre parents et enfants. Mais c'est surtout une contrainte et pas une tradition. L'Église recommande de ne pas dormir tous ensemble dans le même lit. Et dès qu'on peut, on évite. Chacun préfère de loin le luxe d'avoir son propre lit, surtout quand on dort tout nu sous les draps. Je vous donne un exemple, inspiré d'un procès. Un jour, les auberges de la ville sont pleines à craquer, il y a un marchand qui reçoit un ami de passage qui est alors contraint de l'inviter à dormir chez lui, mais il n'a qu'un seul lit. Alors du coup, ils dorment nus, à 3, avec sa femme, dans le même lit. L'ami tente d'abuser de la situation en violant sa voisine, et le marchand, alerté, le tue dans la dispute. Ce genre d'histoire arrive, mais c'est un cas particulier. Là, il n'y avait pas d'auberge, pas de second lit, trop de vin. En temps normal, on préfère quand même que chacun ait sa couche. Chez les plus riches, la chambre à coucher connaît d'ailleurs une belle évolution au cours du Moyen-Âge. Le lit est vaste, confortable et impressionnant. Le couple marié a sa propre chambre, qui est un lieu privé, intime. Sauf s'ils décident de dormir avec un serviteur ou une femme de chambre à leur disposition. Parfois, chaque époux a même sa propre chambre, voire, summum du luxe à la fin du Moyen-Âge, ses propres appartements constitués de chambres, d'antichambres et d'autres pièces. Mais là, on parle bien entendu de gens qui ont de l'oseille. Beaucoup. S'il faut retenir une chose, c'est que la plupart du temps, la chambre est un simple local pour dormir et elle n'est pas chauffée. Alors, quand ça caille sec, vaut mieux avoir un bon lit. Je vais pas vous le cacher, c'est assez difficile de parler du lit médiéval, puisqu'il connaît une grande évolution sur la période. Situé au ras du sol sous les Carolingiens, le lit s'élève, jusqu'à ce qu'il faille parfois une marche pour y monter. À la fin du Moyen-Âge, par exemple. D'ailleurs, cette évolution nous pose une énigme étymologique. À l'époque, on appelle un lit un chalit.
Mais est-ce que cela vient du latin cata lectus, lit vers le bas, ou bien du mot latin catasta, estrade, et donc un lit placé en hauteur? On ne sait pas. Mais en tout cas, au Moyen-Âge, on dit encore materas et pas matelas. Ce mot arabe désigne un tapis, une couche basse jetée à terre. Dans tous les cas, le lit médiéval, c'est un véritable millefeuille, un peu comme le nôtre, ça se joue par couche, sans mauvais jeu de mots, quoi. Première couche, le fameux chalit. C'est un cadre de bois garni de planches de bois ou de cordes tendues. Le chalit est donc bordé ou cordé exactement comme nos sommiers modernes qui ont des lattes ou des sangles. Puis il y a, dans l'ordre, une paillasse, de la paille tout simplement, qui garnit le chalit, un matelas de tissu rembourré, des draps, des couvertures, un couvre-lit, des coussins, des traversins, des oreillers, encore par-dessus un ciel de lit. Des colonnes forment une cage qui, une fois garnie d'étoffe en haut et sur le côté, isole complètement le lit du froid. Évidemment, là je vous mets toutes les options, selon qu'on est pauvre ou fortuné, on n'a clairement pas le même lit. Le misérable, il va se contenter des premières couches du millefeuille, c'est-à-dire la paillasse et la couverture, et son matelas, il est fait d'une toile bourrée de paille, ce qui n'a rien à voir avec celui du riche, qui est fait de soie garnie de plumes et de duvet. Et alors, pour les très riches, le haut du panier social, là c'est la teuf, il y a toutes les couches du millefeuille, depuis le chalit jusqu'au ciel de lit. Le matériau par excellence, bien sûr, c'est la fourrure qui sert à garnir et à doubler les couvertures. Et là, pour le coup, on peut dire que Kaamelott est pas si loin de l'idée qu'on peut s'en faire. Il y a tout de même une couche supplémentaire dont on n'a pas encore parlé, le bonnet de nuit. Bah oui, parce que si on dort facilement nu sous les fourrures, la tête, elle reste dehors. Alors pour pas attraper froid, le couvre-chef devient absolument nécessaire et on lésine pas. Par exemple, une auberge médiévale peut couramment attribuer à chaque dormeur un lit garni, un chandelier, 2 couvertures et 4 bonnets de nuit. 4 ! Alors, on les empile les uns sur les autres pour dormir du sommeil du juste. Pour conclure sur le lit, qu'il soit de paille, toile, futaine, laine, soie, fourrure, plume et duvet, avec tous ces matériaux et toutes ces formes, il est devenu au cours du Moyen-Âge un symbole de réussite sociale. Sans lit, vous êtes un vagabond ou un prisonnier, comme ceux de la prison du Châtelet contraints de dormir à même le plâtre. Et encore, le geôlier leur fournissait une natte. Ça nous rappelle au passage que certains, dans nos rues, dorment encore aujourd'hui sur de simples cartons. Si vous avez une méchante couche de paille, alors clairement vous restez un pauvre. Comme le dit le poète Rudebeuf dans son poème La pauvreté, « Et lit de paille n'est pas lit, et en mon lit, il n'y a que paille. » Une belle misère. Si vous êtes un couple marié, le lit sera votre meuble par excellence, symbole de fécondité, de pureté de l'amour conjugal et de la famille. Pour le poète Eustache Deschamps, le lit est la pierre angulaire du couple, le premier meuble qui compte. Il vous faut pour votre ménage matelas, coussins, lit et fourrage. Enfin, si comme Charles V vous avez une riche couverture d'environ 40 mètres carrés, alors vous êtes sans doute un roi ou un prince. Je vous rassure, son lit était quand même plus petit, puisque la couverture était pliée et repliée. Mais bon, ça restait quand même un sacré morceau et ça devait peser quelques brouettes. Enfin, si vous êtes religieux, rien de tout ça. Votre lit est classique, mais simple, sobre, sans couleur vive ni drap trop riche. Le moine ou la religieuse du Moyen-Âge dort exceptionnellement vêtu d'une chemise, voire tout habillé. Il a même une corde à la taille qui rappelle sa chasteté. Si au départ il avait sa propre cellule de moine, avec le temps le religieux perd ce privilège et dort en collectivité dans des dortoirs. Il faut signifier à Dieu, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il a renoncé au bien du monde. Bien entouré, il rejette les tentations charnelles et se réveille à l'heure pour ses prières. Bon, en même temps, il n'a pas le choix, il est surveillé, et puis dormir tous ensemble, c'est se rassurer, en gardant une lumière allumée jusqu'au matin pour mieux se protéger des forces du mal qui rôdent la nuit. Et alors là, je lance une petite parenthèse, parce que ça y est, on l'a enfin dit, les forces du mal. Eh ouais, au Moyen-Âge, la nuit, c'est les ténèbres, la peur du noir, l'inconnu, c'est la mort, c'est les diableries. Eh bah, tout ça, cette idée répandue, en fait, c'est plutôt vrai. La nuit, c'est pas un moment propice pour sortir de chez soi. Les châteaux et les villes s'encerclent de remparts et ferment leurs portes, tandis que le guet veille. En ville, il y a un couvre-feu et la milice fait des rondes. Malheur à qui sort. Dans les ruelles sans éclairage, rixes, agressions, viols sont monnaie courante. Quelques malhonnêtes désobéissent et continuent de travailler illégalement pour échapper à l'impôt. C'est le fameux travail au noir. Même son de cloche dans les campagnes où les rôdeurs et les gens de passage la nuit sont suspects. Souvent, les procès le précisent, le crime a lieu à l'heure suspecte, prohibée,
ou encore à l'heure propice aux méfaits. Dans l'imaginaire médiéval, la nuit est peuplée de démons, de sorcières et de sabbats, c'est-à-dire de rassemblements des forces du mal. Dans la vie des saints, c'est la nuit que le diable attaque ou tente les chrétiens. Dans les récits épiques et autres chansons de gestes, même les héroïques chevaliers, pourtant habitués à affronter des armées de géants, craignent de cheminer la nuit. Et ne riez pas, parce que ça n'a rien d'étonnant dans une société privée de ce qui nous, à notre époque, nous permet d'avoir une sorte de jour artificiel et perpétuel, à savoir l'électricité. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la peur, la criminalité et la panique qui grimpent en flèche dès qu'une de nos grandes villes subit une panne de courant, et on n'est pas très loin non plus de cette nuit qui terrifiait nos ancêtres. Je dirais même plus, il suffit que je vous dise, il va faire tout noir, et là, vous avez une réaction hyper agressive devant votre PC, en me disant des choses pas très agréables. Alors si ça c'est pas une preuve, bon, pour en revenir à nos moutons, qu'on ne compte pas encore en principe, l'idée générale est vraie. La nuit, on s'en méfie. Mais il y a quand même quelques exceptions. Certains métiers comme la boulangerie ou la tannerie peuvent continuer d'exercer la nuit. Le guet surveille les braves gens et le contre-guet surveille le guet. En famille ou entre amis, on veille parfois en mangeant, en parlant, jusqu'au chant du coq. Certaines tavernes bravent l'interdit, donnant à boire toute la nuit durant à des gens qui alors se disputent, s'entretuent ou s'aiment. Tout cet univers, souvent violent et parfois drôle, est décrit par Jean Verdon dans La nuit au Moyen-Âge, un ouvrage que je vous recommande fortement, c'est passionnant et plein d'anecdotes. Mais on va passer sur les autres activités nocturnes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sommeil. Parce que d'un côté, les lits et le confort de l'époque, ça peut se rapprocher un peu de ce qu'on connaît aujourd'hui. Un peu, avec plein de guillemets. Mais d'un autre côté, la nuit, c'est un monde de ténèbres qui fait peur. Alors, est-ce que l'on dort sur ses deux oreilles au Moyen-Âge ? Est-ce que les gens se reposaient bien, suffisamment ? Ou est-ce que leur sommeil était troublé de cauchemars et d'insomnie ? À cette époque, la médecine indique qu'il faut bien dormir. Ni trop peu. Ce principe de base est énoncé dans le Taquinum Sanitatis. Ce traité est tiré de l'ouvrage arabe des Tableaux des santés, lui-même inspiré des enseignements d'Hippocrate. On reste donc sur un savoir antique, plein de bon sens et parfois de surprises. On reprend. Il faut dormir suffisamment. Assez, mais pas trop. Rien de pire qu'une grasse matinée qui engendre la paresse et une lassitude inconfortable. Il faut aussi dormir bien, dans une couche saine qu'on aura débarrassée des puces et des mouches avec des fougères et de la glu. La position est importante. On ne doit pas dormir sur le ventre, ce qui rend malade. Et il ne faut pas non plus s'agiter et changer de position durant la nuit. D'ailleurs, la rumeur dit souvent qu'au Moyen-Âge, les gens dormaient assis dans des lits trop petits car la position couchée était associée à la mort. En fait, les iconographies montrent des gens assis dans leur lit, certes, mais d'autres étendus de tout leur long. C'est que le lit sert à discuter, voire à recevoir à son chevet, car comme on l'a vu, c'est un meuble de luxe qui manifeste la richesse de l'hôte. Associer la position couchée à la mort daterait peut-être de la Renaissance, donc à la toute fin du Moyen-Âge. Mais ça, j'ai trouvé aucune source directe pour le confirmer. En tout cas, durant la grande partie de cette période, les gens dorment couchés, comme nous, et ça semble plutôt logique. À l'époque, les médecins débattent pour savoir s'il faut empêcher les petits-enfants de dormir durant la journée. Mais ce n'est pas parce que dormir en journée est malsain, il s'agit plutôt de permettre à toute la famille de dormir d'une traite la nuit. Enfin, d'une traite, ça dépend. Car dans les sociétés pré-industrielles, il n'est pas rare d'avoir un sommeil biphasique, c'est-à-dire que l'on dort en 2 fois. Lorsque l'on se couche tôt, il n'est pas rare de se réveiller avant minuit. On peut alors souper ou vaquer à quelques occupations avant de retourner se coucher. Un enfant qui pleure peut réveiller la maisonnée, car la nuit lui fait peur. Pas de problème, car la superstition veut que le bois d'ébène, très noir, chasse la peur du noir. On utilise donc des amulettes, voire des berceaux entiers d'ébène pour les tout petits. Ceux-ci sont placés du côté de leur mère ou de leur nourrice, prêts à être bercés et allaités à toute heure. On utilise aussi beaucoup de berceuses, et d'ailleurs, même pour les adultes, la médecine qui préconise de s'endormir dans le calme recommande vivement la musique ou d'autres activités paisibles. Pour le coup, oubliez le bouquin sur la table de chevet, Ici la lecture est une activité commune qui se pratique à voix haute. Et puis bon, si vraiment vous n'arrivez pas à vous endormir, ça va, il vous reste quand même les plantes et les drogues. Pivoine, valériane, jusquiam, belladone, mandragore et j'en passe. Le plus fréquent semble être l'opium. On l'obtient en incisant une fleur de pavot, et vous le connaissez sans doute, c'est le fameux lait de pavot que se refilent tous les courtisans de Game of Thrones dès qu'ils sont malades ou fatigués. Et bien voilà, le lait de pavot, c'est 100% historique. Tous ces conseils et ces médicaments ne sont pas là pour rien. Au Moyen-Âge, on connaît aussi les troubles du sommeil.
Peut-être qu'on est moins stressé qu'aujourd'hui, qu'il y a moins de bruit, moins de lumière, mais il y a des soucis, la promiscuité ou bien même les maladies. Tout d'abord, il y a l'insomnie, qui empêche de s'endormir ou qui réveille au milieu de la nuit. Elle est mentalement associée à la dépression et cela se vérifie. Beaucoup de suicides ont lieu lors de cette veille indésirable, vers 3 ou 4 heures du matin. L'hypersomnie arrive aux angoissés, aux attristés, à ceux qui ont subi un traumatisme affectif. Ils dorment alors trop, mais mal, et se réveillent avec difficulté. Enfin, il y a la parasomnie, cauchemar nocturne et somnambulisme. Le somnambule qui se réveille prend une épée et tue quelqu'un dans son sommeil. Il est appelé dormeur ou furieux. Il n'est pas considéré comme pénalement responsable des actes qu'il commet lors d'une crise. Et il devait y avoir beaucoup de somnambules, j'imagine. Comme on l'a vu, certains troubles sont associés au cauchemar et au rêve. Au Moyen-Âge, attention cependant, il y a le vrai rêve et le faux rêve, la chimère. Le premier sommeil est troublé par la digestion et crée des chimères, dont il ne faut tenir aucun compte. En revanche, passé minuit, les rêves peuvent être authentiques et il faut savoir les interpréter. L'oniromancie, la science d'interpréter les rêves, existe au Moyen-Âge. Une idée reçue veut que cette science soit interdite par l'Inquisition. C'est bien sûr faux, puisque de célèbres religieux se penchent sur les rêves tout au long du Moyen-Âge. Et des souverains demandent fréquemment à des spécialistes d'interpréter leurs songes. Mais bon, là encore, ce sont des cas assez particuliers. Le songe reste associé à la nuit et à la peur. Sur l'ensemble de la période, on se méfie en général des rêves où on les ignore en estimant qu'ils ne sont que des jeux de l'esprit, sans valeur. Si l'oniromancie n'est pas interdite, elle est souvent stigmatisée. Ça n'empêche pas le célèbre Thomas d'Aquin d'attribuer une certaine utilité aux rêves selon leurs influences. Pour lui, lorsque l'on dort, on peut subir des influences. Psychiques, on rêve bêtement de ce que l'on pensait, de ce que l'on a à l'esprit après la journée. Physiologique, selon que le corps a froid, chaud et fiévreux, on fait un rêve qui peut donc aider le diagnostic du médecin. Corporel, l'air ambiant, les astres, bref, l'atmosphère du moment inspire les rêves. Spirituel, il se peut que Dieu, ou au contraire les démons, inspirent les rêves. Si on prend un peu de recul avec tout ce que l'on vient de dire sur le sommeil et la nuit au Moyen-Âge, on pourrait conclure que les gens à cette période avaient déjà compris quelque chose. Ils avaient des lits très variés, des méthodes pour se garder du froid, des règles d'hygiène pour bien dormir, des médecines pour favoriser le repos et chasser les cauchemars et le désespoir. Si la nuit leur faisait peur, le sommeil, lui, les réconfortait, les fortifiait pour mieux affronter le lendemain. Car on ne perd pas son temps à bien dormir, au contraire, on est reposé, dispo, l'esprit est plus clair et le corps en meilleure santé. Le sommeil, c'est pas du temps perdu, c'est ce que eux avaient compris et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cette émission. Je vous mets en description les ouvrages qui pourraient vous intéresser et qui ont pu servir pour l'écriture de cet épisode. Merci également au sponsor de cette vidéo, WeSings, le spécialiste de la santé connectée. J'avoue que s'il ne m'avait pas contacté pour vous présenter le produit dont je vais vous parler, j'aurais pas eu l'idée de l'épisode, donc c'est plutôt cool. Voilà. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis atteint depuis plusieurs années maintenant d'apnée du sommeil, de manière assez grave, et c'est une maladie qui est vraiment très handicapante. En gros, vous vous arrêtez de respirer la nuit et je vous rassure, si vous ne mourrez pas d'asphyxie, votre cerveau est beaucoup moins oxygéné, votre cœur est beaucoup plus sollicité et votre sommeil est complètement détruit, on va le dire comme ça. Résultat, en plus de pouvoir développer de la narcolepsie, ce qui m'est personnellement arrivé, vous pouvez à terme développer tout un tas de problèmes cardiovasculaires, des soucis au cerveau, des soucis liés à la prise de poids, de l'hypertension, bref, tout un tas de trucs super tip-top qui fait que votre espérance de vie, elle en prend un petit coup. Heureusement, il y a des traitements qui existent. De mon côté, je respire via une machine la nuit, et depuis, plus de problème, puisque le traitement compense absolument tout. Voilà. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous mettrai d'ailleurs en description la vidéo de Dans ton corps sur le sujet, où je témoigne sur ma maladie et sur le traitement qui est lié. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et que je voulais vous dire, c'est que beaucoup de Français sont atteints par cette maladie sans le savoir. On estime qu'il y a environ 5% de la population française qui est touchée. C'est absolument énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est que sur ces 5% de la population qui est touchée, 85% d'entre eux ne le savent pas. Alors, comment détecter l'apnée du sommeil ?
C'est un vrai problème et je vais vous proposer 2 trucs pour commencer, hein. Le Sleep Analyzer de chez WeSings et un test que vous pouvez faire très facilement chez vous juste après. WeSings, qui fait donc des appareils connectés dédiés à la santé, vient de sortir un nouveau produit, c'est le Sleep Analyzer. Voilà, c'est une sorte de tapis connecté, on va dire, de capteur que vous glissez sous votre matelas et qui permet d'analyser votre sommeil. En gros, vous le reliez à l'application qui est fournie avec votre smartphone. Cette application, elle est gratuite, hein, bien sûr. Et vous pouvez mesurer vos cycles de sommeil, la durée de votre nuit, la fréquence cardiaque endormie, les ronflements, et surtout, pour la première fois, l'apnée du sommeil. Puisque le Sleep Analyzer, il a été reconnu comme étant la première solution médicale et non intrusive de détection de l'apnée du sommeil. C'est certifié, hein, donc les résultats du test sont valables et peuvent même se substituer à un examen médical de polysomnographie, et c'est pas rien. Alors oui, ça coûte quand même 129,95 €, c'est un investissement, hein, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais si vous aimez bien les appareils qui permettent de suivre votre activité, votre santé, c'est vraiment pas mal du tout. Perso, j'en ai un et c'est utile pour contrôler que tout se passe bien ou au contraire qu'il faut remédier à un éventuel problème si les stats ne sont pas bonnes. En attendant, avec mon partenaire WeSings, on vous encourage très fortement à aller faire un tout petit test tout simple pour savoir si vous êtes à risque concernant l'apnée du sommeil. Ça reste qu'un test, hein, que l'on fait à la maison, ça se substitue absolument pas à un vrai dépistage, mais en répondant à quelques questions en ligne, vous allez pouvoir très facilement savoir si oui ou non, il faut s'inquiéter et potentiellement demander l'avis d'un médecin. Je vous mets le lien de ce test qui est gratuit et qui n'engage absolument à rien dans la description, bien entendu, hein, avec le lien du Sleep Analyzer, pas très loin. Faites-vous dépister, vraiment, c'est important. Merci encore à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut.